Cette enquête, ils y ont pensé jour et nuit. Elle leur colle à la peau, comme le souvenir d'un mauvais rêve. 12 enquêteurs racontent heure par heure, minute par minute, le déroulement d'une affaire qui les a changés à jamais. À travers leurs témoignages, ce podcast offre une vision unique du crime. Septembre 2002, Fresnes. Antonio Ferrara vient tout juste d'être transféré dans l'une des prisons les plus sûres de France. Braqueur multirécidiviste, il n'en est pas à son coup d'essai. Mais au matin du 12 mars 2003, toute l'île de France est en alerte. Le roi de la Belle vient de prendre le large. Récit de cette évasion spectaculaire par Christophe Molmy, officier de police judiciaire. Vous écoutez Une enquête dans la peau, la traque d'Antonio Ferrara. Première partie. Je m'appelle Christophe Molmy, j'ai 50 ans. Je suis commissaire divisionnaire. Comme j'en avais rêvé enfant, j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans la lutte contre le grand banditisme. Ce que j'aime avant tout dans mon métier, c'est la patience qu'il faut pour serrer des voyous. En plus de 20 ans de carrière, j'ai eu la chance de participer à de nombreuses affaires. Mais celle qui m'a le plus marqué, c'est sûrement la traque d'Antonio Ferrara. Un petit caïd de cité, devenu un grand truand. La toute première fois que j'entends parler d'Antonio Ferrara, j'étais l'adjoint du chef de l'OCRB, Hervé Lafranc. J'avais un fatras de dossiers sur mon bureau et il me pose la photo sous le nez d'un jeune qui payait pas de mine, un peu souriant, en survêtement, en me disant gratte dessus, d'après des sources, il serait monté sur des affaires de fourgon. Donc je suis un peu surpris, je prends la photo parce qu'il ressemble pas nécessairement à ce qu'on peut attendre de braqueurs de fourgon. Faut quand même rappeler que le contexte est compliqué à l'époque. Hervé Lafranc, ancien patron de l'Office central de la répression du banditisme. Parce qu'on a des convoyeurs de fonds qui sont blessés, voire tués ou traumatisés par ces attaques de camions blindés. Je prends cette photo et je commence à travailler dessus pour essayer de comprendre de qui il s'agit. C'est un individu qui était en cavale depuis plusieurs années, qui s'était fait évader lors d'un transfert hospitalier. On n'avait encore jamais vu des jeunes comme ça qui brûlaient les étapes et qui prenaient des places extrêmement importantes auprès de voyous confirmés. On pense très rapidement que Ferrara tire avec lui certains jeunes qui sont de sa cité, d'origine, et qui les amène dans ce milieu. C'est lui le trait d'union. Ferrara va arriver au début des années 80 en France, à l'âge de 10 ans. Mathieu Suc, journaliste, co-auteur de Antonio Ferrara, le roi de la Belle. Il vient avec ses parents qui sont italiens. Le papa fait des pizzas, la maman fait des ménages. Il a 6 frères et sœurs. Ils vont grandir en cité dans un contexte où le trafic de drogue est prégnant. Tous ses frères vont s'immiscer à tour de rôle dans ces trafics de drogue. Ferrara lui aussi, sauf que à l'issue vraisemblablement d'un séjour en détention, il a côtoyé des braqueurs et il va passer à l'étage au-dessus. Il va passer au braquage après le trafic de drogue. Un braquage d'une banque un peu improvisé avec usage d'explosifs quand même. Et il a commencé à tirer vers le haut du banditisme. Je pense qu'il voulait s'illustrer. Donc le fait de commencer à faire des petits braquages et d'être en cavale, je pense, lui a permis de rentrer par la petite porte du grand banditisme. Pour retrouver quelqu'un comme ça, il faut s'immerger dans sa vie.
Il faut essayer de comprendre où il peut se situer, avec qui il traîne, qui sont les voyous qui le fréquentent, qui est sa copine, est-ce qu'il voit ses parents. Il faut quand même se mettre un peu dans ses pas, un peu dans sa tête, essayer de comprendre comment il réagit, quoi. Ça devient une cible. La traque d'Antonio Ferrara commence. La traque dure plus de 2 ans, hein, mais en fait, il faut voir ça comme des petits ruisseaux qui, à un moment, se rejoignent. Ça a quand même été un moment très important. C'est une enquête plurielle qui s'étale, qui est très prenante. Ça vous bouffe, quoi. Je me couchais avec, je me levais avec, et il nous arrivait à tous, moi en tête, de se réveiller la nuit en y pensant, quoi. Donc on est tellement imprégné après que ça devient presque obsessionnel. Christophe Molny va se sentir surinvesti de cette mission et d'arriver à remettre la main dessus et proprement, sans qu'il y ait trop de casse. Ça bouffe à tel point que ça laisse moins de place à la vie de famille. Je me rappelle, et c'est vraiment pas glorieux, que après l'accouchement de mon premier fils, je suis reparti rapidement sur le terrain et ma femme m'a pas cherché à m'en retenir. Au contraire, elle m'a dit bon, allez, vas-y, parce que elle sentait bien qu'on était happé par ça, quoi. Voilà, c'est pas très malin, mais on est tellement entêté par les dossiers qu'on se laisse facilement envahir. Beaucoup de voyous ont été faits à cause de leurs copines, de leurs femmes. C'est un point d'attache vers lequel ils reviennent, hein. Et donc on a Mylène, sa copine, qui est sous écoute. Et il rappelle d'Espagne, en blaguant, en lui disant qu'il va bientôt venir. Pour la première fois, on tire un portable appartenant à Ferrara. On commence à le pister. En effet, il reviendra. Il reviendra pour être au contact. Et je me souviens qu'à l'époque, je prenais des vacances à l'étranger. Parce que j'ai tellement fait sauter de vacances, hein, en plantant ma femme avec les valises devant la porte. Bon, on l'a tous fait. Hein, que, bon, à la fin, je prenais des vacances à l'étranger en me disant, de toute façon, je serai obligé de partir. Et effectivement, je suis obligé de partir. Et mon adjoint a la gentillesse de m'appeler une fois par jour au moins pour me tenir informé, me dire qu'il progresse. On sent l'adrénaline qui monte, on sent qu'on n'est pas loin de la fin. Molny n'est pas là, il est pas sûr, on fait tout pour le faire râler, ce qu'il ne manque pas de faire d'ailleurs, mais il n'est pas là, il est en vacances, il m'a choisi son moment, que voulez-vous. Quelques jours après, il voit une moto venir chercher Mylène devant un immeuble. Ils attendent et évidemment, il finit par sortir le lendemain matin. Donc là, ça part à la courette. Et il le rattrape et il l'interpelle, enfin. Et puis il m'appelle. Alors j'ai passé une semaine à me dire ils vont y arriver, mais en même temps, on est content. On est ravis pour eux, puis on est content que ça se termine. Mais il faut pas se mentir, il y a une forme quand même de frustration. Vous voulez être là au moment où il l'interpelle, c'est naturel. C'est la cerise sur le gâteau, c'est l'adrénaline, c'est le sel de ce métier, quoi. Et j'ai passé la 2e semaine à grogner un peu, mais bon, en même temps, le plus important, au-delà de la satisfaction personnelle, ils avaient réussi à l'interpeller et j'étais plus que ravi, quoi. Pour nous, c'est une vraie victoire, oui. Ferrara est incarcéré à la Santé. Et très très vite, quelques semaines après, la pénitentiaire trouve des explosifs et des détonateurs à la Santé. Il prépare une évasion. Et il est déplacé à Fresnes, qui est une prison mieux protégée, dans laquelle on pense qu'il aura plus de mal à s'évader. Antonio Ferrara est considéré comme un DPS, détenu particulièrement signalé. Michel Saint-Jean, ancien directeur de la prison de Fresnes. Il avait déjà à son actif une évasion violente et donc il était considéré comme quelqu'un qui pouvait réitérer ses gestes d'évasion. Évidemment, il a été un peu une curiosité pour l'ensemble du personnel, y compris pour moi-même. C'était quelqu'un qui aimait bien taquiner ses interlocuteurs, qui pratiquait l'humour. Il a toujours eu ce comportement apparemment respectueux vis-à-vis des personnels.
bien que intérieurement, il continuait de nourrir un certain nombre de projets qui étaient hostiles à l'administration pénitentiaire. 12 mars 2003, l'évasion de Ferrara. La nuit de l'évasion de Fresnes, je suis chez moi, je dors. Je reçois un coup de téléphone sur mon portable. Ferrara s'était évadé à force ouverte, c'est-à-dire en attaquant la prison. C'est l'abattement, quoi. C'est de se dire, bon, voilà, on s'est usé pendant des mois à travailler dessus, et puis il est déjà dehors, quoi. On a tout à recommencer et que c'est, encore une fois, c'est rageant, quoi. C'est vraiment un sentiment de profonde, mais très profonde, très profond sentiment de colère. J'accuse le coup, j'appelle mon chef pour le prévenir, et puis ensuite, je décide d'aller sur place pour voir ce qui s'était passé, puis pour comprendre, quoi. Cette fameuse nuit du 12 au 13 mars, j'ai été alerté par les bruits de détonation. Des détonations, des bruits extrêmement importants, des explosions. Et je me rends compte immédiatement qu'il s'agit de quelque chose d'inouï. Et je suis un peu dans un état un peu second. Je suis à la fois très lucide et je suis un peu dans une sphère qui m'isole du monde. J'ai trouvé un premier surveillant complètement tétanisé, paralysé, incapable de parler. Donc j'ai donné l'ordre de se rendre à l'armurerie et de distribuer les gilets pare-balles et les armes au personnel pour monter jusqu'au quartier disciplinaire. On me dit que les 2 miradors qui encadrent la porte chantier ont été mitraillés et qu'on n'a pas de nouvelles des 2 personnels qui sont dans ces miradors. Moi, dans le mirador dans lequel je me trouvais, j'avais une vue plongeante sur la cellule de Ferrara. Dominique Prado, ancienne surveillante pénitentiaire de la prison de Fresnes. La cellule 9, donc je gînais. Il y a eu des tirs, mais des tirs en rafale. Hein. Il y a eu un déferlement de tirs, de bruit. Il y a eu 57 impacts de balles sur le Mirador. Il y en a eu 3 qui sont entrés à l'intérieur. Donc je me suis mise dans les escaliers. Je savais que j'allais mourir parce que je les ai entendus dire « il faut la buter, sinon on met les explosifs ». J'étais seule au monde, seule face à une mort que je savais imminente, quoi. Ça a duré 15 minutes, mais pour moi, c'était une éternité. Et j'ai eu un malaise. Et c'était dur puisque de savoir que j'étais seule, sans aucun contact, sans savoir vraiment ce qui se passait. Je me dirige avec les hommes armés jusqu'au quartier disciplinaire. Quelqu'un dit il ne faut pas ouvrir le quartier disciplinaire parce qu'ils ont sûrement piégé l'endroit et que si on rentre, on va se faire exploser. Bon. Je décide de rentrer le premier. Je me dirige vers la cellule numéro 9. Et là, évidemment, nous constatons que Antonio Ferrara n'est plus dans sa cellule et qu'il s'est évadé. Tous les détenus sont aux fenêtres, cognent sur les barreaux avec des casseroles, enfin avec toutes sortes d'objets métalliques, célèbrent la victoire d'Antonio Ferrara et nous sommes dans cette cellule vide, dépité, vaincu d'une certaine façon. J'arrive par le chemin de ronde en voiture. Christophe Molmy, officier de police judiciaire. J'emprunte la première porte qu'ils ont fait sauter à l'explosif.
On a une coursive, la seconde porte qu'ils ont fait sauter à l'aide d'une grenade. Il y a une toute petite cour et je rentre dans la partie QD, donc le quartier disciplinaire dans lequel se trouvait Ferrara. Et dans la cour, partout autour, il y a des douilles partout. On comprend que ça a dû rafaler assez sévèrement. Une attaque éclair avec l'utilisation d'armes de guerre et une équipe très bien huilée puisqu'ils avaient déjà eu l'habitude de taper des fourgons. Donc on comprend qu'ils ont repris les mêmes méthodes pour attaquer la prison. Et je vois la cellule, alors, le blast, le souffle, a emporté tout ce qui se trouvait dedans. Ferrara avait utilisé un matelas pour se protéger du souffle. Il a abandonné sur place une veste de survêtement et son portable. Et puis surtout, il y a de l'eau partout, des débris partout. J'ai la visite de M. Molmy qui fait irruption dans mon bureau avec véhémence, qui m'engueule. Pas d'autre terme. Il ne comprend pas que l'administration pénitentiaire soit incapable de mettre les moyens pour éviter une évasion dont il a prévenu du risque. Il y a surtout de la colère à ce moment-là. Parce que, comme on avait prévenu, j'avais même appelé moi-même la liaison police pénitentiaire pour les prévenir en disant « Attention, Ferrara va s'arracher ». On a Manconi, un Corse qui vient de s'évader, et on sait qu'il est en contact étroit avec Ferrara. Ça n'avait pas été pris au sérieux. Et donc, il y avait quand même ce contre-coup. C'est des mois, des années de boulot, 2 évasions coup sur coup, la fatigue. Donc, il prend tout d'un coup, lui. Mais je lui dis qu'aucune information n'est redescendue jusqu'à moi pour me signaler ce risque imminent d'évasion d'Antonio Ferrara. Franchement, il était. Mais je comprends. Moi, je vais vous dire, je comprends cette violence qu'il avait parce que il était quand même celui qui avait arrêté Antonio Ferrara et Manconi, 2 personnes qui venaient de s'évader. Dans la cellule, on voit donc la plaque des toilettes complètement arrachée. Et l'enquête révélera après que derrière se trouvaient des pains de plastique. Tous n'ont pas été utilisés d'ailleurs. On comprend qu'il a dû, lui, faire sauter les barreaux de sa cellule de l'intérieur. Et comme ça n'a pas suffi, l'équipe qui se trouvait dehors a fait sauter une seconde fois les barreaux. Donc ils étaient prêts à toute éventualité. Il y a beaucoup de gens qui ont œuvré de l'intérieur et de l'extérieur durant des semaines pour préparer ça. Il a quand même fallu qu'à un moment, quelqu'un place l'explosif derrière une plaque rivetée, que quand il sorte du parloir avec son avocat qui refuse la fouille, il aille au QD, mais qu'on l'oriente vers la bonne cellule. Très rapidement, donc en fonction des éléments qui ont été découverts dans la cellule, le pain plastique et le téléphone portable, on a recherché qui avait fait placer Antonio Ferrara dans cette cellule précise. Il s'est avéré que c'était un premier surveillant qui avait participé en tant que complice à cette évasion. Il fallait, pour ses complices, avoir les voitures volées, remaquillées. Il faut des armes de guerre, il faut des munitions, il faut de l'explosif. Donc, toute cette préparation en amont est quand même assez impressionnante. L'évasion de Ferrara est un événement marquant. C'est même l'événement, je dirais, qui m'a le plus marqué. Je me suis demandé comment cette chose-là avait pu être possible. J'étais stagiaire depuis seulement 5 mois, sortant de l'école. C'est une évasion qui a eu de graves conséquences sur ma vie professionnelle, sur ma vie en tout cas. Je suis restée très longtemps en accident de travail. J'ai tenté de reprendre, mais bon, c'est pas évident parce que frôler la mort, c'est quelque chose. Donc, ce sont des
des insomnies, des souvenirs qui reviennent. Ça fait partie de ma vie, je vis avec, mais c'est difficile. Il y a 2 raisons principales au fait que ça devient une nécessité de sortir Antonio Ferrara. Mathieu Suc, journaliste, co-auteur de Antonio Ferrara, le roi de la belle. La première, l'amitié, son charisme. Il y a des gens qui prennent le risque d'y aller alors qu'ils n'ont pas besoin de lui financièrement et qui sont tranquilles. Il a bonne réputation. Il se lève tôt, il est là à l'heure au rendez-vous. Dans le milieu, c'est pas toujours la norme. Et de l'autre côté, il a cette compétence pour laquelle il n'a jamais été condamné judiciairement, mais qu'on lui prête d'artificier. Et pendant sa période d'incarcération, il va avoir des attaques de fourgons blindés, mais qui vont à chaque fois échouer parce que le trou va être mal placé, pas assez gros, trop haut. Alors que Ferrara, à chaque fois, enfin les attaques qu'on lui prête, que la police lui prête, c'est un carré et on n'a plus qu'à mettre le bras et prendre les sacs d'argent. Et donc, cela devient nécessaire quand on a des projets d'attaque de fourgons blindés d'avoir Ferrara sous la main. Lorsque je ressors de Fresnes, il y a l'abattement, l'énervement, la colère. Ce que je crains immédiatement, c'est qu'il s'arrache à l'étranger. Moi, je veux pas rester sur place à piétiner, donc on réunit les chefs de groupe et on leur dit voilà, il sait qui on est, il sait qu'on sera sur lui. Les gens qui sont autour de lui savent qu'il est sorti de prison dans des conditions fracassantes. Il y a une très forte médiatisation, très forte médiatisation. Donc il est encore plus prudent que d'habitude. Donc par conséquent, nous, on s'attend à ce que ce soit encore plus difficile qu'avant, quoi. Cette évasion va être un affront monumental à telle enseigne que le ministre de l'Intérieur de l'époque, qui s'appelle Nicolas Sarkozy, va faire d'Antonio Ferrara sa priorité des priorités. C'est la mission donnée à toutes les polices de France, c'est de l'arrêter. Ça devient l'ennemi public numéro 1 avec Ivan Colonna, qui, rappelons-le, était quand même l'assassin d'un préfet de la République. Et donc cette priorité donnée à Ferrara, ce n'est pas tant au regard de son pédigré de délinquant, que de la force symbolique de cette prise d'assaut, d'un symbole régalien s'il en est, une prison. Ce qui me rassure un peu, là, malgré tout, c'est tout le travail antérieur accumulé sur son environnement. On repart pas de zéro. On a déjà des éléments sur ses frères, sa famille, son environnement immédiat, les jeunes de cité avec lesquels il a grandi. Et dans les gens qui l'entouraient de plus jeunes, il n'y a pas que des cerveaux. Hein. Donc ça nous a permis aussi d'espérer. Et puis, on a un œil plus affûté. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour. Adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Sam Caro et réalisé par Sam Caro et Benjamin Malherbe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Maria Gassan, assistée de Marine Boudali. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Vincent Cohen.